On dit souvent que le plus grand danger ne vient pas toujours d'un inconnu dans la nuit. Parfois, il porte votre nom. Parfois, il connaît votre voix, vos habitudes, l'emplacement exact de votre porte. Et parfois, il vous appelle encore « ma tante » avant d'essayer de détruire votre vie. Galina Viktorovna pensait que sa retraite ressemblerait enfin à la paix. Après une vie entière à travailler, à tenir debout, à encaisser les deuils, les sacrifices, les déceptions, elle croyait avoir gagné le droit de vivre doucement. Faire des tartes le dimanche, regarder la pluie tomber derrière ses grandes fenêtres, descendre promener son petit Carlin, Jorik, ce chien grognon et fidèle qui était devenu, ces 10 dernières années, le seul être à vraiment partager son quotidien. Son appartement, une vaste Stalinka au haut plafond hérité de son défunt mari, avait quelque chose d'un sanctuaire. On y sentait la vanille, les vieux livres, le parquet ciré, un peu le chien aussi, bien sûr. Mais surtout, on y sentait une vie tenue à bout de bras, une vie simple, digne, protégée. Jusqu'au jour où tout a basculé, tout a commencé par un détail ridicule, un mégot de cigarette sur le palier. Ce matin-là, Jorik avait trouvé ce trésor ignoble juste devant la porte. Il le mâchonnait avec enthousiasme, comme si c'était le plus précieux os du monde. Galina s'était penchée vers lui, agacée, presque amusée. « Jorik, lâche ça tout de suite !» Le chien avait grogné, vexé, puis recraché le mégot dans un petit bruit mouillé. Elle l'avait ramassé avec un mouchoir, grimaçant de dégoût. Une cigarette bon marché, à l'odeur forte, âcre, presque agressive. Pas le genre que fumaient ses voisins. La voisine du dessous fumait des cigarettes fines au menthol. Le professeur du dessus, un vieux monsieur discret, ne fumait pas du tout. Alors qu'est-ce que ce mégot faisait là, écrasé juste devant sa porte, avec cette insolence presque calculée? En rentrant chez elle, elle avait senti un froid lui glisser le long du dos. Une intuition. Le genre de sensation qu'on ne peut ni expliquer ni oublier. Elle venait à peine de mettre la bouilloire en marche et d'allumer la télévision pour briser le silence de l'appartement quand la sonnette a retenti. Pas une sonnerie brève, polie, timide. Non, une pression longue, insistante, presque violente. Quelqu'un appuyait sans relâche, comme s'il voulait traverser la porte par le bruit. Jorik s'est immédiatement mis à aboyer, ses petits poils hérissés sur la nuque. Galina s'est approchée du Judas avec précaution. Un homme se tenait là, capuche basse, les mains dans les poches, balançant légèrement d'un pied sur l'autre, comme un prédateur qui attend le moment idéal. « Qui est là ?» avait-elle demandé, la gorge déjà nouée, puis la voix est tombée. « Ouvre, Tata, faut qu'on parle !» Son sang s'est glacé. Pachka, le fils de sa sœur défunte, le neveu disparu depuis des années. Celui qui autrefois avait vidé la maison de sa propre mère en emportant jusqu'aux bijoux avant de s'évaporer. Celui dont on disait qu'il avait fait de la prison. Celui qu'on ne voyait plus que dans les rumeurs, les dettes, les bagarres et les fins de nuit sales. Pacha, qu'est-ce que tu veux? Il a frappé à la porte d'un coup de poing si violent que tout le bois a tremblé. Ouvre. On ne va pas parler à travers une porte comme des étrangers. Je viens voir ma tante. Tu vas quand même pas me laisser sur le palier. Mais Galina n'a pas ouvert. Quelque chose dans sa voix, dans sa respiration, dans cette tension électrique qui passait sous les mots, lui criait couvrir. Ce serait commettre une erreur irréversible. « Pars », avait-elle dit fermement. « Sinon j'appelle la police. » Silence, puis un rire. Bas, épais, mauvais. « Appelle. Je suis de la famille, non? Toi, tu vis là dans 100 mètres carrés pendant que ton propre sang crève dehors. T'inquiète pas. Je peux attendre. » Elle l'a entendu glisser le long du mur et s'asseoir juste devant sa porte. Puis le petit bruit sec d'un briquet. Et l'odeur du même tabac bas de gamme s'est infiltrée sous le seuil. Le siège venait de commencer. Les premières heures, elle s'est convaincue que ce n'était qu'un passage, qu'il allait se lasser, qu'un mot ferme suffirait. Elle a appelé la police. Un jeune agent est venu, fatigué avant même d'entrer, le visage de ceux qui ont déjà décidé que votre malheur n'est pas prioritaire. Il a regardé la porte, haussé les épaules, pris sa déposition sans conviction. Pour lui, ce n'était pas une attaque, c'était un conflit familial. Un homme assis dans un escalier,
à un neveu sans logement, une vieille dame nerveuse. Rien qui justifie une intervention sérieuse. Il lui a même suggéré, presque machinalement, de le laisser entrer une nuit, juste pour calmer la situation. Le laisser entrer. Elle a cru étouffer d'indignation. Parce elle l'avait vu. Elle avait vu ses yeux. Pas des yeux de garçon perdu, pas des yeux de parents en détresse, des yeux vides, brûlés de rancune, rongés par quelque chose de plus sombre encore que la misère. Quand le policier est parti, il l'a laissée seule avec son angoisse. Et derrière la porte, avec ce silence trop lourd, trop intentionnel. Puis, soudain, l'électricité a sauté. Plus de lumière, plus de réfrigérateur, plus de télévision, plus rien. Elle a couru jusqu'au tableau électrique. Tout semblait normal à l'intérieur. Alors, la voix de Pachka est venue de l'autre côté de la porte, sourde, satisfaite. Il avait coupé les câbles dans le couloir, pour qu'elle comprenne ce que c'est, selon lui, que vivre dans le noir. Puis il lui a appris, dans un rire, qu'il avait aussi sectionné le fil du téléphone fixe et que son portable, tôt ou tard, finirait bien par se décharger. Il lui a alors proposé son marché, comme si tout cela était raisonnable. Elle n'avait qu'à lui céder une part de l'appartement. Il lui laisserait une chambre. Il pourrait vivre en paix. Elle lui ferait à manger. Lui offrirait, disait-il, une vieillesse tranquille. Puis, il a frappé le chambranle avec quelque chose de lourd. Sinon, tu pourriras ici. À partir de là, tout s'est transformé en cauchemar. 3 jours. 3 jours entiers à vivre enfermé dans son propre appartement comme dans un tombeau. Plus d'électricité, plus de téléphone, presque plus de batterie. Dehors, sur le palier, Pachka avait installé son campement. Un vieux matelas sale récupéré, on ne sait où. Des sacs, des bouteilles, ses cigarettes, sa puanteur. Il dormait là, à quelques centimètres de sa porte, comme une hyène couchée devant une proie blessée. Pour sortir Jorik, Galina devait attendre l'aube profonde, vers 4 heures du matin, quand son neveu, ivre ou drogué, tombait enfin dans un sommeil lourd. Alors elle écoutait sa respiration à travers la porte, ouvrait doucement les verrous, prenait le chien dans ses bras et filait en apnée dans l'escalier, priant pour ne pas faire grincer une marche. L'ascenseur ne fonctionnait plus. Plus tard, elle apprendra que Pachka en avait lui aussi saboté le bouton. Mais le pire venait la nuit. Chaque nuit, exactement à 2 heures, il commençait. De la musique d'abord. Une musique sale, écrasante. Des basses qui traversaient le bois et vibraient dans le sol. Puis sa voix. Une voix lente, traînante, venimeuse. Il l'appelait par son prénom comme on appelle un fantôme. Il réveillait en elle tout ce qu'elle aurait voulu oublier. Il accusait. Il mentait. Il disait que sa mère, la sœur de Galina, était morte à cause d'elle, qu'elle n'avait pas donné d'argent pour l'opération, qu'elle avait préféré garder son confort. Or, c'était faux. Galina avait vendu sa datcha pour financer les soins. Elle avait fait tout ce qu'elle avait pu. Mais Pachka ne cherchait pas la vérité. Il cherchait la faille, la culpabilité, le poids intérieur qui affaiblit plus sûrement qu'un coup. Il lui murmurait qu'il entendait sa respiration derrière la porte, qu'il savait qu'elle ne dormait pas, qu'un verrou, ça se force, qu'une serrure, ça fond à l'acide, qu'un jour ou l'autre, il entrerait. Et une nuit, il l'a prouvé. En regardant par le Judas, Galina l'a vu de très près. Son visage collé à la lentille, ses pupilles dilatées jusqu'à noyer l'iris, son sourire tordu. Dans sa main, une seringue remplie d'un liquide trouble. Il l'a injectée directement dans la serrure. Une colle épaisse. L'odeur était insoutenable. En quelques secondes, le mécanisme était condamné. Plus moyen d'ouvrir correctement. Plus moyen de verrouiller davantage. Elle n'était plus chez elle. Elle était piégée à l'intérieur. Le matin, quand elle a essayé d'insérer la clé, elle a compris avec une clarté atroce qu'elle venait d'être enterrée vivante au 4e étage d'un immeuble rempli de gens qui préféraient ne rien voir. Son téléphone portable s'est éteint peu après. Définitivement, elle s'est précipitée au balcon. La cour intérieure était presque vide. Elle s'est penchée,
Elle a crié, crié de toute la force d'une femme qui ne demande plus de l'aide pour être rassurée, mais pour survivre. Une femme avec une poussette a accéléré le pas sans lever les yeux. Deux adolescents assis plus loin n'ont même pas retiré leurs écouteurs. Dans les immeubles, on entend toujours quelqu'un crier. On finit par croire que ce n'est jamais notre affaire. Alors Pachka lui a parlé encore, de l'autre côté de la porte. Il entendait tout. Il savait qu'elle appelait à l'aide. Il lui a dit que même les voisins évitaient de s'en mêler, qu'il avait collé les Judas, glissé des menaces sous certaines portes, qu'il avait déjà organisé son impunité. Le cercle s'était refermé. Ce jour-là, Galina a cessé d'attendre qu'on la sauve. Elle est allée dans la cuisine. Elle a regardé autour d'elle. Une lourde poêle en fonte, ancienne, soviétique, massive, presque indestructible. Une bombe de laque pour cheveux. Quelques meubles solides. Rien d'autre. Voilà ce qui lui restait. Une vieille femme, un petit chien, une poêle, un aérosol et une porte qui n'allait pas tenir éternellement. Elle a alors poussé un grand meuble de l'entrée devant la porte, centimètre par centimètre. Le bois raclait le parquet, ses bras brûlaient, son dos menaçait de céder, mais elle a continué. Elle transformait son appartement en forteresse. Pas parce qu'elle croyait gagner, parce qu'elle refusait de se rendre. Jorik la suivait du regard sans faire un bruit. Lui non plus ne demandait plus à sortir. Lui aussi avait compris qu'au-delà du seuil se tenait quelque chose de profondément mauvais. Puis vint la troisième nuit. 3 heures du matin. Un son a déchiré le silence. Aigu, métallique, insupportable. Une meuleuse. Pachka était en train de découper la porte.